coronavirus? Produit du hasard ou spécifiquement utilisé comme arme biologique? Depuis la mi-janvier, le coronavirus fait la une de la presse grand public. Apparemment sorti de nulle part, un virus apparaît soudainement dans la ville chinoise de Wuhan et terrifie le monde. Presque toutes les heures, on actualise le nombre de personnes qui sont tombées malades et celles qui en sont mortes. Les personnes concernées sont en quarantaine et en Chine, on n'a déjà plus le droit de sortir de certaines villes. Cela soulève de graves questions qui n'ont guère été discutées jusqu'à présent, telles que: d'où vient le dangereux coronavirus? Les médias rapportent que des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins sont la cause ou le porteur du virus. Cependant, le docteur Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des publications scientifiques PubMed que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires depuis 1987. Genetische Manipulation von Coronaviren bereits seit 1987 stattfindet. Voici une citation du Dr Alan Cantwell. J'ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de 10 ans des coronavirus animaux et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l'OMS aient identifié les virus SARS-Corona si rapidement. Cette recherche non supervisée produit des virus artificiels dangereux, dont beaucoup ont le potentiel de devenir une arme biologique. Une analyse experte du Dr James Lyons-Weiler, virologue, montre même qu'un fragment particulier de la séquence génétique du virus ne peut avoir été inséré qu'en laboratoire. Les constatations des deux virologues selon lesquelles le dangereux coronavirus provient d'un laboratoire et a été génétiquement modifié sont étayées par le fait que plusieurs brevets sur les coronavirus ont été officiellement enregistrés. Ces faits conduisent inévitablement à une autre question importante. Le coronavirus pourrait-il avoir été délibérément lâché sur le lieu de l'épidémie ? Tout près du marché d'alimentation et de poissons de Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois, se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. Selon le journal télévisé allemand, c'est le seul laboratoire chinois de tout l'empire de Chine qui travaille avec des substances biologiques et des virus des plus dangereux. Mais il existe à Wuhan un autre laboratoire travaillant sur les virus, Wuxi Pharma Tech Inc., qui est financé par le milliardaire américain George Soros. Tous ces gens obéissent à un suzerain, qui est le fils spirituel de Monet. Ce suzerain, c'est Monsieur Soros. Vous savez que il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà. Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena
correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Concernant l'origine et la propagation du coronavirus soulèvent d'autres questions et sont vivement débattues. Par exemple, Bill Gates avait-il préalablement connaissance de la pandémie actuelle? En effet, il existe certains liens entre les coronavirus et la fondation Bill et Melinda Gates. Mais écoutez par vous-même. Premièrement, coronavirus est le terme générique désignant un groupe de virus sur lesquels différents instituts effectuent des recherches et des modifications génétiques. Le Pirbright Institute, entre autres, possède un brevet pour un de ces virus. Cet institut est financé par la fondation Bill et Melinda Gates, entre autres. Selon des revues scientifiques, les brevets sont importants pour des vaccins potentiels. La fondation Bill Gates poursuit-elle vraiment des objectifs altruistes en brevetant les coronavirus? Ou se pourrait-il qu'on crée d'abord un problème, génère une réaction et offre ensuite une solution? Deuxièmement, Bill Gates et sa fondation ont déjà réalisé une simulation d'une pandémie de coronavirus le 18 octobre 2019 sous le titre Event 210, en français Événement 201. La simulation a été réalisée en collaboration avec le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire et le Forum économique mondial à New York. Cette simulation portait sur la façon dont des décideurs politiques, des autorités, des chefs d'entreprise et des experts sanitaires luttent ensemble contre un coronavirus non contrôlé. Un scénario de 65 millions de morts dû à une pandémie fictive de coronavirus. Le centre Johns Hopkins, critiqué, a récemment publié une déclaration sur sa page d'accueil. Il n'avait pas prédit 65 millions de décès pour la pandémie actuelle, même si leur exercice contenait un tout nouveau coronavirus. Est-ce que tout cela n'est que coïncidence et théorie de conspiration? Ou bien y a-t-il un lien entre l'épidémie de coronavirus en 2019, le brevet de coronavirus et l'exercice Event 201? Troisièmement, le 18 octobre, le jour même où la fondation Bill Gates a réalisé la simulation du coronavirus 201, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques militaires de 2019 s'est tenue à Wuhan. Quelques semaines plus tard, les premiers cas de coronavirus ont été signalés près du marché de Wuhan. Les articles sur des sites web chinois populaires accusent désormais les athlètes américains d'avoir propagé le virus. Le virus aurait été créé par la CIA pour affaiblir la Chine. En fait, le centre sportif et l'hébergement des 200 soldats américains ne sont qu'à quelques kilomètres du lieu de l'apparition de l'épidémie. Tout cela n'est-il qu'une coïncidence et une théorie de conspiration? Ou le 18 octobre 2019 était-elle une date prévue pour le début d'une pandémie mondiale?
Après que la crise du coronavirus a tenu le monde entier en haleine pendant des semaines, on voit de façon de plus en plus évidente à quoi conduit réellement cette pandémie obligatoire. Les citations suivantes de personnalités politiques montrent clairement ce qu'on prétend être la voie de sortie de la crise. Premièrement, Angela Merkel, chancelière allemande. La pandémie ne disparaîtra pas tant que nous n'aurons pas de vaccin. Deuxièmement, Sébastien Kurz, chancelier autrichien. La liberté illimitée de voyager telle que nous l'avons connue n'existera pas tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Troisièmement, les premiers ministres Söder, Bavière, et Kretschmann, Bade-Württemberg, ont convenu que sans vaccin, il ne devrait pas y avoir de fin d'état d'alerte. Söder a même plaidé en faveur de la vaccination obligatoire. Dans le procès-verbal de la conférence téléphonique du 15 avril entre la chancelière et les premiers ministres, la conclusion suivante est donnée au point 17. Un vaccin est la clé du retour à une vie normale. Dès qu'un vaccin sera disponible, il faudra alors que des doses de vaccins suffisantes pour l'ensemble de la population soient disponibles le plus rapidement possible. C'est exactement ce qui doit beaucoup réjouir l'influent lobbyiste pharmaceutique Bill Gates. Il a déjà annoncé dans l'émission Tagesthemen de ARD « Nous allons en fin de compte administrer à 7 milliards de personnes le vaccin qui sera développé. Selon la volonté de Bill Gates, toute la race humaine sera vaccinée. Cela apporterait à l'industrie pharmaceutique des profits financiers d'une ampleur inimaginable. » Conclusion. Politique et le lobby pharmaceutique montrent à l'unisson au peuple qui souffre des restrictions liées au Covid-19 comment sortir de la crise. Seules les vaccinations permettront de libérer le peuple du poids qu'on fait peser sur lui. Cependant, les dommages sanitaires catastrophiques causés dans le passé par les programmes mondiaux de vaccination de Bill Gates sont largement dissimulés par les médias. Robert F. Kennedy, neveu du célèbre ex-président américain John F. Kennedy, a expliqué ces dommages inimaginables d'une manière choquante. Notre émission, le programme de vaccination globaliste et dictatorial de Bill Gates, en rend compte. Il montre, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, que 490 000 enfants en Inde ont souffert d'une paralysie flasque aiguë suite à la vaccination contre la polio. En raison de la crise actuelle du Covid-19, le gouvernement allemand a voulu présenter au Bundestag le 7 mai un projet de loi en première lecture qui exempterait de mesures de protection les citoyens pouvant prouver leur immunité ou leur vaccination. Cependant, en raison des protestations extrêmement vives de la population, le gouvernement a été contraint de reporter ce projet pour le moment et de le soumettre à l'examen du Conseil d'éthique allemand. Les citoyens ont rapidement compris ce qui se cache en réalité derrière ce qu'on appelle preuve d'immunité. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, the exact amount of how you map from a certain increase in CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists on this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero.
Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu, qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Parce que isolé de ce que font les autres. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.